fier partenaire avec vous pour la réussite de vos élèves. Depuis plus de 25 ans, la formation professionnelle, notre passion. Notre équipe. Administration. Production. Édition. Informatique. Service à la clientèle. Nous sommes le CEMEC. Plus de 50 collections imprimées et numériques. Et toujours à l'écoute de vos besoins. La Médiathèque Plus, une solution numérique interactive et innovante. Accès rapide en un seul clic. Merci à nos collaborateurs et collaboratrices qui contribuent avec succès à notre mission. À votre service. En 2016, la CNESST débute ses activités comme porte d'entrée unique en matière de travail. Les actions de la CNESST sont guidées par des valeurs fondamentales qui sont au centre de sa mission. Celle de promouvoir les droits et les obligations en matière de travail et en assurer le respect pour des conditions justes et équilibrées, respectant l'équité salariale et des milieux de travail sécuritaires pour les employeurs et les travailleurs d'aujourd'hui et de demain. Une organisation paritaire qui favorise la concertation entre les mondes patronal et syndical. Le paritarisme, c'est un dialogue social, une promesse d'engagement. Une organisation engagée en prévention et en sensibilisation auprès de tous les secteurs d'activité. Des services de qualité adaptés aux besoins des différentes clientèles, et ce, partout au Québec. Chaque année, nous traitons plus de 30 000 recours en matière de normes du travail, 14 000 demandes de renseignements en équité salariale, 100 000 dossiers de lésions professionnelles acceptés, 32 000 visites d'inspection en entreprise et 1 400 000 appels reçus. La CNESST continue à évoluer et à grandir, avec vous, pour créer des milieux de travail qui vous ressemblent et qui vous rassemblent, en s'adaptant à votre réalité et à vos besoins au rythme des avancées technologiques dans un marché du travail en constante évolution. Une organisation tournée vers l'avenir, mais surtout vers l'humain. Une organisation qui a également à cœur le bien-être des personnes qui y travaillent et qui offre à ses employés un milieu attrayant. Des hommes et des femmes qui participent pleinement à la croissance de la richesse collective du Québec. La CNESST, votre porte d'entrée unique en matière de travail. Vous autres, pensez-vous qu'ils méritent une bonne claque? Aujourd'hui, on découpe des mains en papier, en cachette, dans un centre de formation professionnelle. Non, c'est pas un cours de bricolage, là. On a eu l'idée d'offrir un peu de reconnaissance aux profs en formation professionnelle. Avec leur connaissance et leur savoir-faire, ils sont devenus pratiquement comme des super-héros. On va aller leur offrir une claque dans le dos. On doit enlever nos bobines d'allumage. La deuxième étape, on doit enlever Hey, nos... Simon! Je suis venu te donner une bonne claque. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Non. Ce que tu fais, c'est plus que correct. Vous autres, là, les profs en formation professionnelle, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes importants. On peut s'estimer chanceux de pouvoir compter sur des professionnels comme toi. Simon est tellement passionné par son travail qu'il suit des cours en pédagogie à l'université pour pouvoir enseigner son métier. Comme tous les profs de formation professionnelle, il est vraiment le mieux placé pour former les travailleurs de demain. Et comme dans de nombreux domaines, la mécanique automobile s'est complexifiée, entre autres, avec l'électronique et les autos électriques, c'est donc rassurant de savoir que les mécanos seront bien formés et qu'on leur a transmis le savoir-faire avec passion. En quelque part, on est tous gagnants. Tu le réalises peut-être pas, mais le fait d'enseigner un métier que tu connais, qui te passionne, ça te donne un super pouvoir. Tu es donc comme un super-héros. Mieux que ça, tu es un super-héros. Et c'est pour ça qu'on est venu te donner une bonne claque dans le dos. Vous autres, pensez-vous qu'ils méritent une bonne claque?
La SOFAD offre une variété de services professionnels et une équipe expérimentée en design et production de ressources d'apprentissage afin de répondre aux besoins des enseignants, des établissements scolaires et des organisations en matière de formation à distance, de formation en ligne et de formation sur mesure. Au fil des ans, la SOFAD a contribué à la diversification des lieux et des modes de formation et d'apprentissage. Les résultats sont là. Une grande variété d'outils d'apprentissage a été produite en réponse à des besoins concrets en formation générale des adultes et en formation professionnelle, ainsi qu'en services sur mesure aux organismes et entreprises. Toutes ces ressources ont été conçues et développées par des équipes multidisciplinaires dirigées par des chargés de projet qui maîtrisent les processus de design pédagogique et de production. En réponse aux besoins exprimés en formation sur mesure et en formation continue, notre équipe de services sur mesure a aussi réalisé une variété de projets d'envergure pour des organisations et associations professionnelles œuvrant dans différents secteurs d'activité. De l'élève jeune à l'élève adulte jusqu'aux ressources humaines, à distance ou en établissement, dans le cadre d'un programme ou hors programme, plusieurs points de convergence existent entre les produits et les services de la SOFAD et les besoins dans le réseau. Notre savoir-faire est à votre service pour rendre un contenu accessible de façon efficiente et efficace par différents moyens en poursuivant un seul et unique but, faciliter l'apprentissage. Nous allons débuter. Après quelques problématiques de localisation et de technologie, on va débuter cette présentation. C'est toujours un peu difficile, après une conférence comme on vient d'avoir, d'aller continuer dans la même veine. Vous allez m'excuser de ne pas être aussi performant que notre conférencier précédent. Donc, je me présente, Henri Boudreau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis professeur à l'UQAM, ancien conseiller pédagogique en formation professionnelle et futur retraité de l'université, mais pas retraité de la formation professionnelle. Le ministre parlait tout à l'heure de valorisation de la formation professionnelle. Moi, je vous dis qu'à l'âge où je suis rendu, que j'ai vécu ce que c'était avant la réforme de 86 et on parlait de valorisation de la formation professionnelle. Quand on regarde le rapport parent, dans les années 60, on parlait de valorisation de formation professionnelle. Et là, on est en 2022, on parle encore de valorisation de formation professionnelle. Mais je pense que ce n'est pas à nous autres qu'il faut dire ça. C'est à ceux qui sont à l'extérieur de la formation professionnelle. Je dirais que depuis 1986, avec la réforme en formation professionnelle, il y a eu une évolution sociale. Avant, les parents n'étaient pas intéressés à envoyer leurs enfants en formation professionnelle. Maintenant, les parents sont d'accord, mais pour les enfants du voisin. Donc, on a encore un petit bout à faire pour que les gens voient que la formation professionnelle, ce n'est pas un pis-aller, c'est des choix. Je suis à l'université, je suis vice-doyen aux études et je m'occupe de l'ensemble des programmes, que ce soit au préscolaire, au primaire, au secondaire, à l'éducation aux adultes, en formation professionnelle. Et là, on est en train de découvrir que de former des enseignants, c'est de la formation professionnelle. On appelle ça de la formation professionnalisante. Et là, d'ailleurs, le défi, il y a un nouveau référentiel de compétences qui est sorti. Puis dans le nouveau référentiel de compétences, on dit bien que former un enseignant, c'est de la formation professionnelle. Donc, vous voyez, ça aide un peu à prendre les lettres de noblesse. Pas tellement le discours, mais j'ose espérer qu'il y aura d'autres personnes comme je l'ai fait. Au départ, j'avais une formation en géographie à l'Université d'Ottawa. À l'époque, il n'y avait pas de travail dans l'environnement, c'était trop tôt à cet égard-là. Après, j'ai appris le métier d'ébéniste. Je suis devenu professeur en ébénisterie. Je suis devenu conseiller pédagogique en formation professionnelle. J'ai mis en place un centre de recherche en formation professionnelle qui s'appelle le CREI, qui a développé un champ de la didactique professionnelle qui joue un rôle encore important aujourd'hui. Et pour que ça ait de la valeur, j'ai été me chercher un doctorat dans le domaine de la didactique. Et j'ai mal fini, j'ai fini professeur à l'université pour former des futurs enseignants de la formation professionnelle. Je donne le cours de didactique de l'apprentissage en atelier scolaire. Donc, ma marotte, en tout cas, mon plan de vie ou mon engagement, comme on parlait tout à l'heure,
c'est la formation professionnelle. D'aller dans toutes les tribunes, pas pour aller la valoriser, pour aller simplement faire ce que j'ai à faire. Je n'ai pas à avoir honte de ma formation professionnelle. Je suis vice-doyen, les gens me respectent. Puis je leur dis, je suis de la formation professionnelle, puis former un enseignant, c'est de la formation professionnelle. C'est pour ça que j'ai voulu, avec tout ce qu'on a vécu au niveau de la pandémie, avec la formation à distance, avec les exigences. Moi, j'ai toujours, en 86, quand il y a eu la réforme en formation professionnelle, parce qu'il ne faut pas oublier, quand on fait un peu l'histoire, parce qu'on ne se rappelle pas de l'histoire, en 1960, quand il y a eu le rapport Parent, on disait, en 1960, que pour être capable de faire face à l'environnement professionnel des années 60, ça prenait un minimum un secondaire 5. Imaginez, en 1960. On n'exige pas ça encore aujourd'hui. En 1986, quand il y a eu la réforme, on a exigé que les gens aient un secondaire 5 pour entrer en formation professionnelle. On nous a traités d'élitisme à l'époque, mais on s'était dit, on pourrait-tu l'être pendant un petit bout de temps, élitiste, pendant qu'on était assez longtemps dans les polyvalentes, à se retrouver peut-être dans l'arrière-cour à cet égard-là. Donc, 86, il y avait comme un voie d'espoir. Moi, j'ai embarqué là-dedans. C'était l'année où je suis devenu conseiller pédagogique et je me suis promené à la grandeur de la province pour vanter les mérites des nouveaux programmes qui étaient mis en place. Puis dites-vous une chose, en 1986, aujourd'hui, on ne se rappelle plus de ça, en 1986, dans ma commission scolaire, quand je leur ai dit que je vais aller parler à Bécomo de pédagogie en formation professionnelle, à l'époque, l'Assemblée des commissaires m'a obligé d'aller faire la présentation devant un commissaire parce que, habituellement, en formation professionnelle, tu partais avec un moteur ou tu partais avec une soudeuse, mais tu ne parlais pas de pédagogie. Quand je regarde en 2022, les profs qui sont ici, on peut parler de pédagogie sans se faire tirer des roches. Donc, on est à un niveau, hein. C'est sûr, certains vont critiquer le baccalauréat et ces choses-là, mais on n'a pas les mêmes profs qu'en 1986. Je peux vous dire que vous êtes fiers de la formation que vous avez eue, même si c'est difficile. Regardez, présentement, avec la pénurie d'enseignants, on me dit, moi, quand j'ai implanté le bac à temps partiel en formation générale des jeunes au préscolaire, on me dit, je vais bleurer ma vie s'il faut que je passe 6 ans de ma vie à suivre des cours en même temps que je travaille. Je dis, nos profs en FP passent 10 ans de leur vie à enseigner en même temps qu'ils font leur baccalauréat. Il n'y a personne qui meurt. Donc, je pense que 6 ans, ça peut se vivre également. Tout ça pour vous en arriver à mon sujet de ma présentation aujourd'hui, où j'ai voulu parler, oui, de l'effet enseignant, mais de l'enseignement qui a de l'effet. Ce que je constate souvent, c'est que les pratiques enseignantes en formation professionnelle sont trop souvent calquées sur les modèles de formation générale. Je radote ça depuis des années, mais je m'occupe d'un champ qui s'appelle la didactique professionnelle. Elle est très différente de la didactique générale. Quand vous suivez des cours de didactique générale en français, en mathématiques, en histoire, en géographie, peu importe, on fait l'enseignement de savoir savant. En formation, puis le référentiel, c'est la recherche scientifique sur les contenus. Mais en formation professionnelle, on n'est pas dans une pédagogie ou dans une didactique qui est orientée vers le savoir savant. Il est orienté vers la situation de travail. Donc, ce qui justifie un contenu, oui, le savoir savant joue un rôle, mais c'est la situation, c'est ce qu'on appelle la didactique des situations. Ce qui est important, c'est de comprendre la situation de travail où là, le savoir savant prend son sens. Mais nous, c'est la réalité. On est dans la réalité. C'est un peu le défi que j'ai à l'université également, de dire enseigner aux enseignants à devenir des enseignants de la réalité. D'ailleurs, le ministère nous dit arrêtez d'enseigner, de former des élèves, de former des étudiants, former des enseignants. Donc, des personnes qui vont être capables de s'adapter. Puis vous savez, être un enseignant, je dis tout le temps à mes étudiants, la planification, la seule qui va marcher dans ta vie, c'est celle que tu vas faire à l'université. Quand tu vas enseigner, ça ne marchera jamais. Mais si tu n'en as pas une, tu es dans le mal. Fait que tu as aussi bien de te planifier pour t'adapter. Hein, un peu comme on dit dans la conférence tout à l'heure. Donc, je voudrais explorer avec vous de nouvelles avenues. De nouvelles avenues, j'essaye toujours dans mes présentations de vous amener des choses nouvelles, mais pas des éléments théoriques. J'essaie de vous montrer des éléments pratiques. Moi, la pandémie m'a confronté. J'aurais pu prendre ma retraite. Déjà, ça fait déjà 5 ans que j'aurais pu la prendre. Là, je la prends en juin de l'université parce que maintenant, il faut que ça finisse. Il faut laisser la place aux autres, même s'il n'y a pas beaucoup de monde en arrière, mais il faut laisser la place quand même. Mais avec la pandémie, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à m'adapter. J'ai appris à me libérer comme enseignant d'un fardeau qui s'appelle le contenu, hein, les théories.
Et je me suis dit, la première fois que je me suis retrouvé dans un écran avec 62 étudiants, parce que c'est ça qui était mon ratio à l'université, on n'a pas des petits groupes, avec 62 étudiants qui sont en formation professionnelle, en enseignement, en formation professionnelle, et dont il y avait 3 écrans la caméra était ouverte, et les 50 quelques autres, l'écran était fermé. Il dit, là, on a une chose qui est visible. Ils ne veulent pas me voir. Ce qu'on ne voit pas dans la réalité en présentiel. Hein? En présentiel, ils sont là, mais ça ne veut pas dire qu'ils nous regardent. Ils sont capables d'avoir le même écran noir avec le nombre d'étudiants quand ils nous regardent, on aurait peut-être la même incidence. Mon défi étant, comment les amener à ouvrir l'écran? Et pendant les différentes années de la pandémie, j'ai essayé toutes sortes de choses qui ont marché, et c'est ça que je vais vous montrer. Qu'à un moment donné, on en fait peut-être trop. On en fait peut-être trop à mauvaise place. On peut en faire plus ailleurs. Puis je pense que quand on voit sa fonction d'enseignant comme étant simplement, tout à l'heure, le ministre en parlait, mais il y aura besoin d'avoir quelques formations sur la formation professionnelle. On n'est pas que des transmetteurs de contenu, mais des transmetteurs de passion. On est des professionnels de l'apprentissage. Et je dis toujours aux enseignants, ta job, là, c'est de créer les conditions pour que le monde apprenne. C'est pas de faire apprendre, ça, tu ne peux pas faire ça. Il n'y a pas un enseignant capable de faire apprendre. Il ne peut que créer les conditions pour que ça se fasse. Comme un bon maraîcher, il ne peut pas tirer sur ses plantes pour qu'elles poussent plus vite. Il crée les bonnes conditions pour que ça se fasse et ça va se faire. Et c'est ça le défi. Souvent, la charge que l'on a comme nouveau prof en FP, quand on arrive, quelle est l'expérience qu'on a? C'est l'expérience d'étudiant quand on était à l'école et du prof qui est en avant de nous autres. Donc, on reproduit des anciens modèles. Je vais vous amener à explorer de nouvelles choses. Je l'ai exploré, mais on va vous donner les résultats là-dessus, de donner le goût de l'aventure. Nos étudiants, ils sont pendant des années à l'école, sont encadrés, sont structurés, sont organisés, puis tout est orienté vers « faut que tu passes tes examens hein, ». La réussite passe par la réussite des diplômes, donc la réussite des examens. Mais nous, notre mandat, ce n'est pas la réussite des examens, c'est le développement des compétences professionnelles. Même si on a un étudiant qui vit très bien, dans l'entreprise, s'il ne fait pas le job, il ne restera pas longtemps dans l'entreprise. Donc, on a un double défi. Mais apprendre un métier, c'est une aventure. Apprendre en soi, c'est une aventure. Je me réfère à des auteurs, je n'achèverai pas avec des référentiels scientifiques. Quand vous irez chercher ma présentation, vous aurez les référentiels scientifiques là-dessus. Mais les chercheurs qui nous parlent de l'apprendre, ils nous parlent de l'état de l'étudiant. Et c'est ça que je veux vous amener, c'est quelle équation, quel équilibre doit-on avoir entre l'état de l'apprenant et de l'autre côté, ce que l'on fait? Est-ce que ce que l'on fait n'est pas plutôt le respect d'une norme que de créer des conditions favorables? Hein? Comme disait M. Lavoie, hein, ceux qui ont 5, ceux qui ont 4, ceux qui ont 3, est-ce que chacun peut trouver sa place là-dedans? C'est beau de parler d'inclusion, mais il faut savoir comment le faire à cet égard-là. Moi, j'ai 60 étudiants et plus. Et le défi, quand je dis à mes autres collègues de formation générale, vous, quand vous avez un groupe de personnes au préscolaire primaire, que vous donnez un cours sur l'évaluation, c'est tous des futurs enseignants du préscolaire primaire. Puis ils vont tous enseigner le même programme. En formation professionnelle, j'ai 60 personnes dont la moitié est au collégial, la moitié est au secondaire et dans 120, 130 programmes différents. Donc, j'ai un mécanicien avec une secrétaire. Ça a un avantage. Je peux demander le même travail à tout le monde, mais chacun ne peut pas me faire le même. Parce qu'il faut qu'il le fasse sur la base de sa réalité à lui, à cet égard-là. Donc, on va regarder l'aventure. À quoi ça peut ressembler? Donner le goût de l'aventure en formation professionnelle. S'inscrire dans un métier, c'est le début de l'aventure. Hein, je l'ai dit tout le temps, pour ceux qui ont déjà entendu mes présentations, je ne veux pas me répéter, pour ne pas penser que je suis à cause que je suis rendu vieux, je suis rendu gâteux, mais j'essaie que mon cerveau reste toujours allumé par rapport à ça. Mais je viens d'oublier mon idée, vous voyez, ça c'est l'âge. Donc, je continue mon affaire, on va revenir à un moment donné. Donner le goût de l'aventure en FP, oui, je vais pas retapé mon idée. Prenez, il parlait des étudiants de secondaire 3. Donner un cours en secondaire 3 en mathématiques, on s'entend-tu que ce n'est pas facile. Si on dira aux étudiants, ceux qui ne veulent pas de cours de mathématiques, allez-vous-en. Ceux qui en veulent, restez. Cours des grosses chances qu'il n'y ait pas grand monde dans la classe. Nous, on a tous l'avantage. J'enseigne en coiffure, j'enseigne en mécanique, j'enseigne en usinage. Dites ça à vos étudiants la première journée. Ceux qui ne veulent pas faire d'usinage, vous pouvez partir. Ceux qui veulent en faire, vous pouvez rester.
Ils vont vous dire, ben, on s'est inscrit dans un cours d'usinage. Je veux dire, c'est ça. Hein? Il n'y a personne qui est obligé d'être dans votre classe. Je sais, vous allez me dire, ouais, il y en a que les parents le forcent, il y en a. Mais oui, mais il a quand même choisi ce cours-là plutôt qu'un autre. C'est sûr qu'il y en a qui ce n'est pas une grande flamme de motivation, c'est un étincelle qui peut être éteint par un petit souffle, puis d'autres à côté qui ont une immense passion, que là, il faut alimenter également. Mais il demeure qu'on n'a pas le même genre. Ils sont dans l'aventure d'apprendre une nouvelle profession. Puis une profession, je dis souvent à des gens, oui, moi, je sais souder. Oui, mais tu n'es pas un soudeur. On n'enseigne pas à souder, on enseigne à être un soudeur. Tu peux avoir les connaissances, mais jamais être le métier. On n'enseigne pas que les techniques. Ça, c'est une nuance qui n'est pas comprise par grand monde. Quand vous enseignez votre métier, quand on dit l'image qui est donnée, de transférer votre passion, on n'a pas de la passion simplement sur une technique, on a une passion pour l'ensemble de l'œuvre. Moi, en ébénisterie, j'aime faire du meuble parce que, puis j'aime encore faire du meuble, et je vais m'y remettre à ma retraite, pas à temps plein, rassurez-vous, on va faire d'autres choses également, mais l'odeur, partir d'une matière brute, arriver avec un produit fini, hein, un produit utile fini, ça, c'était ça ma satisfaction. D'autres, ça va être le bruit du métal, l'autre, ça va être la satisfaction du client, aux soins infirmiers. Oui, on ne peut pas enseigner un métier simplement en enseignant des techniques, des protocoles et des procédures. Donc, donner le goût de l'aventure, c'est... Qu'est-ce que l'aventure en FP? C'est un ensemble d'événements. Vous allez voir, ça ne ressemble pas beaucoup peut-être à ce qui se passe dans vos classes. C'est un ensemble d'événements surprenants, imprévus, remplis de risques et d'incertitudes, qui constituent un défi pour l'apprenant et qu'il ou elle aura le goût de relever et dont le déroulement et la conclusion correspondent aux apprentissages à réaliser et au niveau de compétences à développer. Vous allez me dire, hey, wow, ça c'est compliqué. Je vais vous donner un exemple très simple de ce que je fais avec mes étudiants. L'année dernière, quand je pensais avoir tout vécu, parce que là, une fois qu'on est tombé à temps plein à distance, on est revenu un petit bout. Là, j'ai commencé, avant, j'étais en hybride, avant la pandémie. Là, je suis revenu en hybride, mais là, mon cours en hybride a complètement transformé. Je me dis, bon, OK, ça va se stabiliser. Hop, on revient à distance. Et là, à l'hiver, je me retrouve avec un nouveau cours à distance, mais intensif. Je ne sais pas si vous savez, ces cours intensifs, c'est qu'au lieu de suivre ça à l'université, au lieu de suivre ça pendant 15 semaines, c'est 7 semaines. C'est 7h30 à l'écran. Un prof m'avait déjà posé la question, comment on fait, M. Boudreau, pour tenir des étudiants 7h30 à l'écran? Il n'y en a pas de solution. Il y a eu un article dernièrement où est-ce qu'on comparait le taux d'attention d'un étudiant sur son cellulaire à un message qui est donné dessus, comme à l'ordinateur, de l'équivalent du poisson rouge. On a une seconde de plus. Le poisson rouge, quand il fait le tour de son bocal, c'est 7 secondes d'attention. Après 7 secondes, il peut refaire le bocal de tour et il pense que c'est nouveau. Ben, nos étudiants, sur un cellulaire, c'est 8 secondes. 8 secondes d'attention d'intérêt. Ça m'intéresse pas, touche pas à l'autre. Ça m'intéresse pas, touche pas à l'autre. Vous voyez qu'on a des méchants défis. Comment j'ai relevé mon défi? J'ai commencé mon cours en disant aux gens, vous avez un cours de didactique. La partie que je donne, quand je le donne en team avec un autre, c'est la partie de la représentation des savoirs et la partie de l'explicitation des savoirs. 2 phrases que je ne comprenais pas de toute façon. Là, je leur ai dit, on a 5 séances, on a 7 séances, mais j'en ai 3 avec vous autres. La séance prochaine, vous me faites une carte conceptuelle d'un objet de formation d'un cours qui dure 15 heures, donc 5 séances de 3 heures. Avez-vous des questions? J'ai resté 7 heures à l'écran. Ce n'est pas moi qui les ai forcés, j'ai juste répondu aux questions des personnes qui étaient là. J'ai mis un échéancier. J'ai dit, voici le travail qu'il y a à faire. Là, c'était l'aventure. Mais ils m'ont dit, oui, mais la connaissance est où? Ah, bonne question. Vous allez sur Moodle, il y a 42 capsules vidéo de 2 minutes et demie. Donc, une capsule, une notion. Carte conceptuelle, il y en a une là-dessus. Objectif d'apprentissage, il y en a une là-dessus. Donc, dans le fond, je n'ai pas travaillé pour leur donner mon contenu, j'ai travaillé pour les obliger à aller sur le contenu. Donc, vous voyez, c'est une autre façon de voir la chose. Et là, j'ai dit, ah, la pandémie m'a apporté quelque chose de nouveau. Je me suis libéré de mon contenu. Maintenant, je me concentre sur son utilité. Je vais inventer des activités qui vont faire en sorte que je ne l'obligerai pas à y aller, mais il va être bien mal pris s'il ne va pas. Ça n'a pas été idéal. Il y a des étudiants qui étaient dans le modèle habituel. Ah, ben là, on va regarder les autres. Je dis, regardez, je vous avertis, le cours en présentiel n'enlève pas la nécessité d'aller chercher les notions. Je dis, chaque élément a sa fonction. Mais quand est-ce que vous allez nous parler de tel sujet, M. Boudreau? Capsule vidéo.
Une ressource qui est là. Moi, je travaille sur le problème. Mais c'est la semaine prochaine que vous devez me livrer ça. Ouais, moi, je ne suis pas tellement fort en informatique. La semaine prochaine, c'est la carte, les consignes sont marquées. C'est sûr, tu dois me faire ça avec un logiciel de cartographie conceptuelle. Vous voyez, il y en a qui ont embarqué dans l'aventure. Et je peux vous dire que plus j'agis comme ça, plus j'ai des travaux d'une qualité extraordinaire. Parce qu'avant, je les ménageais et je leur disais, par exemple, vous allez me faire une fiche de travail pour vos étudiants. Comment vous allez présenter un savoir-faire? Là, à un moment donné, je ne savais plus comment présenter ça. Je présentais le formulaire, puis là, je posais la question. Ouais, mais j'ai mon texte, il ne remplit pas le carreau du formulaire. Bon, là, je dis, OK, on va enlever le formulaire, créer le formulaire. Ouais, mais quelle grandeur qu'on fait le carreau? Ça dépend ce que tu mets dedans. Là, on était dans la technicalité. Fait que là, j'ai éliminé les deux. On dit, on peut-tu prendre votre modèle? Oui, vous pouvez le reproduire, mais vous ne pouvez pas le prendre. Moi, je ne suis pas fort dans Word. Trouve-toi quelqu'un qui est fort dans Word. En 2002, là, on n'est plus en train de dire, c'est comme de dire, moi, en français, pas tellement fort, je ne comprends pas tellement ce qui est écrit. Ben, c'est la même chose avec l'informatique. On ne peut plus se poser cette question-là en 2022. Fait que, créer l'aventure, l'élément. Puis là, personne ne pourrait dire, ouais, mais ça ne sert à rien faire ça. Là, on leur dit, ah, mais ton contenu, tu as un objectif. Comment tu écris ça, un objectif? Ah, l'élève sera capable de faire correctement telle chose. Ah, as-tu envie d'y montrer incorrectement pour l'obliger à le faire correctement? L'élève sera capable de. Pourquoi tous ces mots-là? Hein? Dessiner un bâtiment. C'est ça c'est un objectif. Tu dois dessiner le bâtiment. Après ça, tu lui donnes des consignes. Tous ces éléments-là, bien, vous voyez, ça, après le cours, parce que l'autre défi que j'avais donné, parce qu'à un moment donné, j'ai eu également 15 séances. Là, la deuxième fois que j'ai eu mon cours à distance, j'ai dit, comment rendre ça clair chez tout le monde? OK, on va faire ça simple, bonne formule politique. 15 séances, 15 thèmes, 15 tâches. La tâche n'est pas faite cette semaine, pelletez-la pas par en avant, parce que vous en avez 2 la semaine suivante. Vous les avez tous avant de partir, vous avez à faire ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de donner des défis pour que ça devienne une aventure. L'aventure, il y a de l'imprévu, il y a de l'incertitude. Quand je regarde toutes les caractéristiques en lien avec la description de ce que c'est une aventure, ça correspond exactement à ce que c'est un apprentissage. Imprévu, inconnu, risque. Ben, pourquoi pas en faire une aventure à toute fin pratique? Donc, hier, j'ai fait jouer aux gens de façon assez restreinte mon petit jeu. J'avais fait un petit jeu, parce que ça fait longtemps que je travaille, j'ai quand même été pendant 20 ans à accompagner des nouveaux profs en FP, puis on essayait de leur apprendre qu'est-ce que c'était l'enseignement. C'est complexe, enseigner. Là, j'ai voulu le représenter, j'ai fait un jeu de cartes là-dessus. Et voici, hein, dans l'enseignement, il y a 3 grandes catégories. Il y a ce qui est déterminé, le programme, vous n'avez pas le choix, il faut le donner. Les étudiants qui sont en avant de vous n'avez pas le choix, c'est ceux-là. Donc, un ensemble d'éléments, il faut faire avec. Après ça, il y a une job d'organisation. Là, j'ai nommé les choses. Après ça, il y a la dynamique. Une fois qu'on a organisé ce qu'on est obligé, ben, il y a des choses qui viennent perturber là-dedans. Donc, hein, que mes intentions, hein, c'est les comportements des étudiants, des événements qui arrivent. Les crochets que j'ai mis là, c'est quand la pandémie est arrivée et on s'est retrouvés tous à distance. Regardez l'impact que ça a eu dans une job ordinaire d'un prof. Parce que veut pas, vous faites tout ça. J'essaie de l'illustrer. Je veux en arriver à un moment donné à faire un genre de jeu sérieux, de manipulation pour être capable de manipuler, comprendre, jouer avec les composantes pour que dans notre tête, on ait une image de ce que c'est. Mes enfants ont été lancés longtemps, ils étaient conseillers pédagogiques, puis ils devaient expliquer ce que leur père faisait dans sa profession. Ils étaient toujours mal à manger, puis qu'on simplifie en disant, je suis un enseignant. C'était pas plus clair, mais les gens avaient des images. Un conseiller pédagogique, pouf, personne n'avait d'image de ce que c'était. Mais vous voyez, ça peut être quelqu'un qui me dit que j'ai transféré en formation à distance, ça n'a pas eu d'impact. Ben, il y a des choses c'est d'autres qui n'ont pas marché parce que ça avait de l'impact sur le lieu, sur la modalité, sur l'ensemble de l'organisation. En tout cas, moi, ça en a eu chez nous. Puis de fois en fois, c'était jamais pareil. Ça a évolué à cet égard-là. Pour regarder l'élément d'avantage. Donc, déjà, cet instrument-là permet de dire si, par exemple, j'ai une méthode, elle s'en vient, un déterminant. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais il faut en connaître les impacts. De prendre une formation magistrale et de l'amener à individualiser à distance, bien, je prends une méthode et je la mets comme un déterminant. Ça a des impacts. C'est un peu cet élément-là sur lequel
je veux, avec ce jeu-là, d'en arriver à un moment donné, d'avoir un instrument pour qu'un prof soit capable de dire, si je change ça, quel impact ça a sur les autres affaires? C'est ce qu'on appelle de l'ingénierie didactique. Mon garçon ici est ingénieur, il n'aimera pas que j'utilise le terme ingénierie, mais c'est bien de ça qu'on parle. Donc, je n'ai pas encore commencé ma conférence. On va faire un peu comme M. Lavoie tout à l'heure. Voici les thèmes que je veux aborder avec vous. Hein? Donc, l'apprendre, c'est-à-dire l'apprenant, l'enseignement, la formation et les effets. Ce n'est pas de regarder, souvent, malheureusement, j'ai des étudiants qui vont dire « Oui, M. Boudreau, je suis bien obligé de donner le cours. » Mais qu'est-ce que ça te donne de donner un cours quand tu sais d'avance qu'ils ne l'écouteront pas? Qu'est-ce que tu vas faire pour rendre la chose intéressante? Qu'est-ce que tu vas faire pour allumer? Tu n'allumeras jamais les personnes sur un contenu. C'est ce qu'il va faire avec. Pour ça, je travaille beaucoup avec des entreprises, des organisations, pour simplifier la conception de ce que c'est former, dans le sens que, par exemple, j'étais avec des gens au niveau des arts, pour former des artistes, qui forment d'autres artistes, puis on leur disait, vous avez 5 choses à réfléchir quand vous faites une formation. Qu'est-ce qu'il faut faire apprendre? Qu'est-ce que vous allez lui faire faire à vos participants? Qu'est-ce que vous allez faire faire à vos participants pour qu'ils l'apprennent? Qu'est-ce que vous allez faire, vous, pour qu'ils le fassent? Quelles ressources que vous avez besoin et combien de temps que ça prend? Je ne vais pas parler d'évaluation. Au départ, quand moi je monte une formation, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Et un des grands défis que j'ai avec mes étudiants également, c'est de leur faire distinguer ce qui est obligatoire, qui est inscrit dans un programme, les tâches professionnelles qui sont inscrites, des activités d'apprentissage qu'ils veulent faire. Souvent, il y a trop d'activités d'apprentissage, pas assez de tâches. Donc, on va revenir à la profession. Donc, si je veux finir mes affaires, il faut que je commence. Donc, l'apprenant ou l'apprenant. Comment apprivoiser le risque, l'imprévu et l'incertitude? Nos étudiants ne sont pas habitués à ça. Ils sont habitués, je me suis fait dire par des étudiants à un moment donné que j'étais payé pour faire ça. Ce n'était pas à eux autres de faire ça. Donc, c'était aux profs à faire l'effort pour me faire apprendre, à trouver les moyens. Non. Apprendre, ça demande un effort. Un effort, ça demande de l'énergie. Il y a 2 sources d'énergie, le besoin ou le désir. J'en ai besoin ou j'ai le désir de l'apprendre. Fait que mes étudiants, quand je leur dis 15 tâches, 15 séances, 15 thèmes, après 3 séances, je leur dis, pourquoi vous êtes restés? Parce qu'ils ont dit, parce qu'on a confiance maintenant, on sait qu'on va y arriver. Puis à la fin, ils ont fait leurs 15 tâches. Puis ils ont réussi. Puis c'est pas, je ne voudrais pas que je suis complaisant dans mes corrections, parce que les genres de travaux que je donne, c'est que tu es capable de le faire ou tu n'es pas capable. Tu ne peux pas l'essayer. Hein, c'est comme le saut en parachute. Tu ne l'essayes pas. C'est-à-dire, si tu l'essayes et tu n'étais pas prêt, tu n'en feras pas un deuxième. C'est ce niveau-là. Vous voyez, c'est un peu l'image qu'on peut en donner. Mais comment apprivoiser le risque? Et voyez-vous, moi, tout a déclenché avec la pandémie et la formation à distance quand j'ai fait la distinction entre l'interaction et l'interrelation. L'interaction, ça, je n'ai pas de problème avec ça. J'avais une série d'activités à leur donner, puis il y avait des cahiers à remplir. Mais c'était pas là, les gens ils étaient inquiets, ils étaient anxieux. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a perdu avec la formation à distance? C'est l'interrelation. Et là, j'ai fait un essai. Mes collègues à l'université me disaient, t'es malade, toi, tu vas passer tes semaines. Je lui ai dit à mes étudiants, voici le travail qui est à faire, voici le résultat qui est là. Vous pouvez m'envoyer des courriels, ou on peut prendre un rendez-vous sur Zoom, vous pouvez me téléphoner, il y a un forum et un chat. Vous avez des questions, posez-les. Et on dit, tu vas passer tes semaines? Non, pas eu tant que ça, c'est là que j'en ai eu le moins, finalement. Parce que là, ils savaient que quand on était en présence à l'écran, c'était pour poser des questions du travail qu'ils étaient en train de faire. Et là, leurs collègues, donc tous les échanges, l'interrelation qu'il y a eu entre les collègues, a fait en sorte que j'ai simplement sécurisé les étudiants. L'interrelation, c'est le volet de l'apprivoisement du risque, de l'imprévu et de l'incertitude, c'est qu'ils se sentent soutenus, accompagnés, qu'ils sentent qu'il y a des ressources. Il ne s'en servira pas nécessairement. Hein? C'est comme faire de l'alpinisme puis d'avoir un câble pour se tenir. On n'a pas le souhait de tomber puis que le câble nous tienne. On a le souhait de monter sans qu'on ait besoin de s'en servir à cet égard-là. C'est la même chose au soutien qu'on peut leur offrir. C'est sûr qu'à certains, les étudiants là, qui ont plus de difficultés vont s'en servir. Parce qu'à un moment donné, je disais, oui, vous pouvez aller sur le forum. Le forum, tout le monde est au courant, mais tu peux m'écrire personnellement. On peut avoir des rencontres individuelles. Donc, ça l'a sécurisé.
À chaque année, j'ai des étudiants qui ont des troubles d'apprentissage. Je reçois ça là, du service de l'université qui nous dit un tel et un tel souffre de dyslexie, troubles d'attention, hyperactivité, etc. J'en ai de toutes les sortes. En règle générale, dans ce type d'environnement-là, c'est ceux-là qui réussissent le mieux. Ils ont toute la peur de l'examen. Laissez-moi plus de temps à l'examen. Parfait, je vais enlever l'examen. Ils ont 15 tâches à me faire. Puis tu ne peux pas tricher sur ton voisin. Puis tricher, si tu veux travailler avec l'autre pour faire ton travail, mais toi, tu es en soins infirmiers, puis l'autre est en mécanique auto, bingo, vas-y, il n'y a pas de problème. L'important, ce n'est pas le format, c'est le fond. Tu es capable de trouver ce que c'est une consigne. Es-tu capable de trouver ce que c'est un indicateur de réussite? Es-tu capable de trouver, expliquer clairement à ton étudiant c'est quoi une tâche à faire? C'est ça qui est le travail. Chacun fait ça à sa façon. Mais, vous voyez, l'interrelation, c'est ça qu'on a perdu. La distance de l'écran, c'est ça qu'on a perdu. Puis on apprend. Apprendre, c'est une action qui ne se fait pas seule. L'auto-apprentissage, je n'y crois pas. On apprend que ce qu'on veut en auto-apprentissage. On ne s'auto-confronte pas. On ne se met pas en dissonance. On cherche juste à apprendre les choses qui confortent l'état dans lequel on est. Hein? Vous n'iriez pas vous faire soigner par un médecin auto-formé. Hein? On s'entend là-dessus. Ben, même mécanicien auto-formé, c'est pareil. C'est-à-dire que je mets ça à la même place à cet égard-là. Il y a moins de conséquences, mais encore, c'est encore drôle. Des fois, un véhicule qui marche mal peut tuer du monde. Donc, posons-nous la question, dans la tête de l'apprenant, quelles sont les questions qui peuvent se poser? Donc, pourquoi je dois faire ça? Ça, c'est important d'avoir ces questions-là pour éviter qu'il se les pose, parce que quand il se les pose, c'est là qu'il décroche. Il décroche des conditions. Après ça, vous avez qu'est-ce que l'on attend de moi? Moi, c'était clair, mes étudiants, ils savaient les 15 tâches, ils les avaient dans les mains, il y avait les consignes, mais ils ne comprenaient rien dedans. Parce que justement, pour comprendre ce qu'il y a dedans, il fallait qu'ils apprennent les notions qu'il fallait qu'ils apprennent. Donc, si tu veux décoder, c'est comme avoir un texte en anglais, un dictionnaire en anglais. Tu prends un mot, tu cherches. Apprendre, pendant toute ma carrière, j'ai essayé de trouver une action claire, concrète, que tout le monde peut comprendre de qu'est-ce que c'est apprendre. Apprendre, c'est chercher. Trouver, ce n'est pas important, c'est de chercher. C'est le processus qui est important. J'ai une quête, j'ai un résultat, j'ai une aventure, j'ai des obligations dedans et je cherche. Combien de fois, comme enseignant, on évite que l'étudiant cherche? Parce qu'il dit, il va se tanner. Non, tu vas faire ça toute ta vie. Dans le nouveau référentiel de compétences, il y a un élément génial qui a été instauré et qui est vrai pour toutes les compétences. Le ministère se trompe parfois aussi dans ce qu'il écrit parce qu'il avait parlé d'acquisition de compétences. Une compétence, ça ne s'acquiert pas. Ça se développe. Il y a des niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une ligne de départ, mais il n'y a pas de ligne d'arrivée à une compétence. Il y a des niveaux. Il va quitter votre école, votre centre de formation, au seuil d'entrée sur le marché du travail. On ose espérer qu'il ne maîtrise pas en profession. Donc, au seuil d'entrée sur le marché du travail. Puis après ça, il va le développer tout au long. Dans le nouveau référentiel de compétences en enseignement, il nous indique qu'à l'arrivée, les étudiants, dans 4 des 13 compétences, il y a déjà les niveaux de développer. Il y en a qui ne développera même pas durant sa formation. L'interrelation avec les parents, ça va se faire quand tu vas aller en stage, quand tu vas aller dans le milieu. Il y en a qui vont développer à des niveaux divers tout au long de sa formation. Fait que c'est vrai en formation professionnelle, de la même chose parce qu'on a des programmes par compétences. Donc, il faut que les étudiants sachent où est-ce qu'ils doivent s'en aller. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ce n'est pas parce que c'est écrit. Vous devriez voir dans mes cours, mes 15 tâches, là, la description que des tâches, là, les consignes sont là, les ressources sont là. J'en ai 2 pages par tâche. On me demande encore, c'est quoi il faut que je fasse? Fait que vous voyez, à ce niveau-là, il y a encore du travail à faire. C'est comment j'amène les gens à chercher pourquoi il faut qu'ils le fassent, en ayant la ressource pour le faire. Donc, comment devrais-je m'y prendre? Ça aussi, c'est que souvent, on arrive, il y a une tâche à faire. Le quoi et le pourquoi d'une tâche, c'est une chose, le comment, c'en est une autre. Puis je vous dirais que le vrai rôle des professeurs en formation professionnelle, il est là, il est dans le comment, il n'est pas dans le quoi et dans le pourquoi. Parce que le programme le dit, le quoi et le pourquoi. Pourquoi au Québec, comme ailleurs, on a besoin des gens de métier? Parce que le comment est variable. Puis ça prend des gens de métier pour le faire apprendre. On ne peut pas écrire un livre du comment. Parce qu'il y aura toujours une situation où le comment ne marchera pas. Même quand dans le domaine de la santé, il y a des protocoles, il y a des situations où le protocole ne marche plus.
Pourquoi qu'on inscrit dans le nouveau référentiel de compétences en enseignement, développer le jugement critique des enseignants. Le jugement critique, on se sert de ça pour gérer des situations imprévues. 5 enseignants pour le même problème peuvent trouver 5 solutions différentes, puis ils sont tous bonnes. Pendant qu'on a des étudiants en classe qui cherchent la bonne réponse à donner, la réponse que le prof a de la question qu'il a posée. Hein? Je l'ai dit souvent dans mes présentations, les étudiants sont à la recherche de 2 choses, de magie et de vérité. La vérité, c'est quelle est la bonne réponse à la question qu'ils posent. Puis la magie, quand c'est trop compliqué, y a-t-il un truc? Combien de fois je me fait dire ça par des enseignants dans mes cours? M. Audreau, y a-t-il un truc pour intéresser le monde? S'il y en avait un, je serais milliardaire. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de truc. C'est un ensemble d'éléments qu'on retrouve là-dedans. Après ça, c'est comment vais-je savoir que c'est la bonne façon? Parce que quand vous êtes à l'heure de faire la bonne façon, il y a une façon. Comment je fais pour savoir qu'elle est bonne? Est-ce que je vais voir le prof pour lui dire, je suis correct? Là, l'étudiant, il ne cherche pas à comprendre, il cherche un coupable. S'il ne l'a pas, c'est de votre faute, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Tandis qu'on n'a pas développé le jugement. Dites-vous une chose, il n'y a aucun métier, aucune profession que vous enseignez qui n'a pas besoin de jugement critique. Ils ont même découvert les métiers les métiers semi-spécialisés, où on a dit, hein, les verbes, règle générale, les métiers semi-spécialisés, c'est d'exécuter puis de réaliser. Mais on s'est aperçu dans les analyses qui ont été faites que c'est ces étudiants-là, lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail, qui se blessent le plus. Parce que pour travailler sans se blesser, il faut que tu développes ton jugement. Il faut que tu comprennes ta situation de travail. Donc, toutes les stratégies d'un métier semi-spécialisé sont complètement à côté de l'essentiel de ne pas se blesser quand tu travailles. Puis ça, il faut que tu comprennes ta situation. Qu'est-ce que ça te donne de connaître les règlements si tu ne comprends pas la situation de travail et où est le risque dans la situation de travail? Donc, si tu ne trouves pas le risque, tu ne trouves pas la mesure à prendre pour la contrer à cet égard-là. Donc, est-ce que j'ai bien fait ce qu'on me demande? Pas encore une fois pour aller voir le prof et dire est-ce que c'est bien correct ou j'ai une bonne note. On vient de s'apercevoir de ça en enseignement, dans le baccalauréat en enseignement, que quelqu'un va avoir des bonnes notes tout au long puis de faire un enseignant pourri à la fin, qui n'est pas compétent. On s'est aperçu que l'inadéquation, c'est qu'on évalue les étudiants sur la performance pendant qu'on les enseigne sur la compétence. Donc, la performance n'est pas un indicateur de compétence. Fait que peut-être qu'il faudrait penser à d'autres choses à ce niveau-là. Bon. Comment vais-je avoir accès à ce qu'il faut que j'apprenne pour faire ce que l'on me demande? Également, je ne comprends rien. Combien de fois qu'on entend ça, mes étudiants, la même chose. Monsieur Boudreau, je ne comprends plus rien. As-tu des questions? Tant que tu n'auras pas de questions, je ne peux pas t'aider. Et finalement, on découvre que c'est des choses. La première activité que je fais avec mes étudiants, première question que je leur demande, ça c'est un conseil que je vous donne aussi, arrêtez de penser que tout passe par vous. 80% de ce que vous avez enseigné est déjà dans votre classe. Servez-vous-en. Vous allez juste compléter. Votre expertise, vous, ce n'est pas de donner du contenu, c'est de s'assurer que les gens ont une bonne conception du contenu qu'ils ont à apprendre. Fait que quand même, je n'ai même pas donné une minute de cours, je dis à mes étudiants, mettez-vous en équipe, là. Décrivez-moi c'est quoi la didactique en formation professionnelle. On ne le sait pas. C'est ensemble. Travaillez là-dessus. On va mettre ça à l'écran. On va travailler avec ce que vous avez fait. Premièrement, ça me montre où eux autres se trouvent. J'ai appris ça quand j'ai été dans différents pays. C'était bien important de savoir comment eux perçoivent la question. Je donne juste un exemple très probant que j'ai eu cet été. Je lisais des livres cet été pour me reposer. Pas des livres en didactique ni en pédagogie, rassurez-vous. C'est des livres d'aventure au Moyen Âge. Et je lis à un moment donné que telle personne a joué la fille de l'air. A joué la fille de l'air. Je dis, on est au Moyen Âge. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? 25 pages plus loin, encore une fois, il a joué la fille de l'air. OK, je dis, ça doit être un problème de traduction, j'imagine. Ça a été mal traduit. La semaine dernière, je lisais un autre livre d'un autre qui était au 19e siècle en France. Et qu'on sort encore la fille de l'air. Je dis là, il faut que je règle ça, il y a un problème. Ce n'est pas le même auteur, ce n'est pas le même traducteur. Je vais sur Internet. Vous ne savez pas ce que c'est une fille de l'air? C'est une plante. C'est une plante dont la fleur ne peut pas pousser avec des racines, elle s'envole. Donc, cette fleur-là s'appelle la fille de l'air. Fait que vous voyez, contextualisation, questionnement, c'est ça qui est intéressant. Je suis fier d'avoir trouvé ça. J'ai dit, tiens, je pensais que c'était une erreur. Ça n'en est pas une. J'ai cherché, ça m'a intrigué. Ça m'intriguait.
à ce niveau-là. Je n'ai pas réglé celui-là du Game of Thrones avec le trou de balle, mais ça, on y reviendra un peu plus loin. Fait que, voilà. Voyons, OK. Donc, je continue. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Souvent, on va voir le prof, on lui demande, je suis correct. Moi, je retourne, qu'est-ce que tu en penses? Parce que dans les feuilles que je leur donne, les indicateurs de réussite sont marqués. Puis les profs, ils me disent tout le temps, ceux qui donnent des cours, ouais, mais qu'est-ce qu'on marque là? Ben, quand tu vas regarder son travail, tu vas te baser sur des indicateurs. Qu'est-ce que tu vas regarder qui va dire c'est correct ou c'est pas correct? Écris-les. Ben oui, il va le savoir. Ben c'est ça qu'il faut qu'il sache. Puis demande-lui, lui, de s'évaluer avant toi. Parce que si toi, tu l'évalues avant, il va te demander de te justifier. Si lui, il s'évalue avant, c'est lui qu'il faut qu'il justifie. Hein? C'est toute une différence. Vous allez voir, vous allez gagner du temps. Si je reviens à mon 80 tout à l'heure, quand je travaille avec, quand je les mets à l'écran, ce qu'ils m'ont écrit, règle générale, là, je fais ma vraie job de prof. Je confirme, j'infirme et je complète. Et les gens apprennent qu'ils savent des affaires. En 2022, ce n'est pas des cruches que vous avez en avant de vous. Il y en a qui ont des représentations, ils ont des conceptions. Parfois, ils sont corrects, parfois, ils sont erronés, parfois, ils sont incomplètes. Et ça, c'est votre job, de compléter ça. Quand on a fini l'exercice, là, on s'aperçoit que 80 qui étaient là étaient corrects. Mon rôle, parce que je suis un expert, je l'ai réorganisé comme vous l'êtes. On ne peut pas vous raconter des bobards sur votre métier. Vous savez les choses comment... Et là, je viens insérer, j'ai ouvert l'esprit de mes étudiants. Ils ont découvert, ah, on sait des affaires. Parce que souvent, les étudiants ont comme préconception qu'ils ne savent rien. Il faut ouvrir ça, parce que sans ça, ils ne voudront pas chercher. Parce qu'on dit, on ne sait rien. Il faut qu'ils découvrent. Je lisais un texte à un moment donné qui est intéressant en disant, avant d'apprendre quelque chose de nouveau, il faut que tu saches que tu ne le sais pas. Il faut que tu découvres que tu l'ignores. Fait qu'il y a beaucoup d'activités que je fais faire, moi. Au départ, bon, essayer de le faire. Par exemple, une fiche de travail ou encore comment on va écrire à l'étudiant comment faire telle activité, telle autre activité. Là, les gens, ils s'essayent. Puis à un moment donné, je dis, parfait, donnez ça à votre collègue à côté, voir s'il a compris ce que vous avez écrit. Là, les échanges se font entre pairs. Quand on veut changer du monde, il faut les confronter les uns avec les autres. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de façons différentes pour engager, pour que l'aventure continue pour l'apprenant comme tel. Donc, est-ce que j'ai réussi à faire ce qu'on me demande? Et voilà. Donc, c'est les 10 éléments de ce qui se passe dans la tête de nos étudiants. Après ça, on se pose la question, quoi apprendre? Pourquoi l'apprendre? Et comment l'apprendre? C'est pas vrai que vous allez dire à des adultes dans vos classes, tu comprendras, mais tu es grand. Tu comprendras plus tard. Quand ça ne mérite pas d'être compris, ça ne mérite pas d'être appris, parce que pour apprendre, il faut que je comprenne. Hein, mémoriser de l'information, ce n'est pas apprendre, ça. Quand vos étudiants, après les vacances de Noël, après les vacances d'été, ils ne se souviennent plus de rien, dites-vous une chose, ils n'ont rien appris. Tu n'oublies pas ce que tu apprends, mais tu oublies ce que tu mémorises. Donc, vous voyez, je ne vous donne pas la recette pour savoir comment on réussit, mais si c'est plaisant, s'ils s'engagent, s'ils ont cherché, ils vont retenir ce qu'ils vont avoir cherché et trouvé à cet égard-là. Donc, l'aventure, ils s'en souviendront tout le temps. On m'en a fait vivre. Si vous me demanderiez, Henri, raconte-moi dans toute ton histoire de cours que tu as suivi, lequel qui t'a plus marqué, je vous dirais que j'en ai pas 3 douzaines, j'en ai pas 4, j'en ai rien qu'un. Il s'est passé à un moment donné où un prof nous a dit, tout simplement, vous allez apprendre ce qu'est l'ONU, choisissez chacun un pays. Vous autres, c'était innocemment. Puis moi, je n'étais pas très vite, c'est que j'ai pris le dernier qui restait, c'est Israël. Ça n'a pas été facile à ce niveau-là, parce qu'il y avait une gang qui était contre moi. Mais quand il nous a fait l'Assemblée de l'ONU, puis que les pays se sont mis contre moi, j'ai bien obligé d'aller à la bibliothèque, puis aller chercher pour m'informer. Puis je vous dirais que tout ce que j'ai appris là, je m'en rappelle encore, je pourrais vous nommer les présidents d'Israël, parce que j'étais confronté avec mes pairs. Là, c'est pire que le prof, c'est normal de ne pas être pas bon avec un prof. Mais c'est pas normal de ne pas être pas bon avec mon collègue à côté quand il y a les mêmes moyens que moi, puis il y a les mêmes ressources. Hey, et ça m'a servi toute ma vie. On ne me plante jamais dans un dossier. Je suis toujours plus informé que je suis là avec qui je me bats. Ou qu'on ne va pas se battre, là, mais qu'on se confronte à toute fin pratique. Je me documente, je m'alimente, je vais chercher l'information. Ça m'a... Mais vous direz, je n'ai pas eu 3-12 ans de cette expérience-là, j'ai eu une expérience comme ça. Mais là, je savais pourquoi
Hein, quand M. Lavoie parlait d'engagement, là, je savais pourquoi je m'engageais. C'était pas ma note qui me motivait. C'était un tel que j'haïssais, puis il dit, il ne me plantera pas devant le monde. C'était la discussion, c'était le challenge. J'étais challengé. Puis là, j'étais sur mon X, pas à peu près là-dessus. Bon. On regarde donc proposer une quête qui démarre l'aventure. Hein? Parce que l'aventure, c'est pour une chose, bien, je ne sais pas si vous avez déjà écouté Kaamelott, la série Kaamelott, la série française, hein, où il cherche le Graal. Mais finalement, il ne trouve jamais, mais tout le travail qui se fait pour le trouver, ben, c'est ça qui est toute l'aventure qu'il y avait, mais c'est une comédie, on s'entend. Mais c'est ça, c'est la quête. Hein? Je vais vous en donner un exemple d'une quête. Qu'est-ce qui suscite le plaisir d'apprendre? Ça, c'est une quête. On ne l'atteindra jamais, mais tout ce qu'on va faire pour la trouver, je peux toujours vous dire que ça va être bénéfique pour les étudiants. Dans le nouveau référentiel, il y a une compétence qui s'appelle susciter le plaisir d'apprendre. Mais il y a une corollaire à ça. Je ne peux pas susciter le plaisir d'apprendre si je n'ai pas du plaisir à enseigner. Moi, je suis à l'aube de mes 70 ans, puis j'ai du plaisir à enseigner. C'est un défi à chaque fois. Je n'ai jamais donné 2 fois le même cours, le même scénario de cours. Il y a le même contenu, mais pas agencé de la même façon. À chaque fois, on va dire, telle affaire, on va essayer d'améliorer ça, telle affaire. Ça je ne vous dirais pas que ça va me manquer, parce que je fais toujours le sport extrême de l'enseignement. Je fais de la formation aux entreprises. Hein. Là, vous avez 3 heures quand ça va mal, 6 heures quand ça va très mal pour faire une formation, puis tu as 3 heures pour les stimuler, les motiver, qu'ils apprennent quelque chose. Le chef d'entreprise, il m'avait dit à un moment donné, Henri, il dit, tant qu'à donner une formation, ça serait le fun que mes employés apprennent quelque chose. C'est fort, ça, quand tu te fais dire ça, parce que ça montre réellement d'une entreprise qui a conviction qu'une formation, ça donne quelque chose, ils ne l'ont pas, exactement. Combien de fois, peut-être vous l'avez entendu, hein, que les employeurs, quand vous embauchez vos étudiants, vont dire, regarde, ce que tu as appris à l'école, ça ne sert à rien. Hein, moi, je vais te montrer à la vraie vie, à la vraie affaire. C'est vrai que ça ne sert à rien si la personne n'est pas capable de s'en servir. C'est ça le message. Hein? La formation en enseignement, les enseignants, nos étudiants, la critique qu'ils nous font, que tout ce qu'ils ont appris à l'école, on nous a appris des certitudes. Ils arrivent dans la vraie vie, les certitudes ne marchent pas. On ne les a pas appris à réfléchir, on ne les a pas appris, hein, quand M. Lavoie disait tout à l'heure que lui, il va engager celui qui a eu de la misère. Ben, c'est un peu ça. J'ai travaillé avec des firmes d'ingénieurs qui disaient, nous, on prend des gens de Polytechnique, pas parce que ce qu'ils ont appris, mais ils ont survécu. Les diplômés ont survécu à ça, on les veut, parce qu'eux autres, ils savent ce que c'est la misère. Donc, vous voyez, c'est pas anodin ce que dit M. Lavoie, parce que quelqu'un qui a appris à faire face à l'échec, à faire face aux problèmes, à les surmonter, vos étudiants qui ont 75 dans de la notation, souvent, on travaille nettement plus fort que celui qui a des A+. Combien d'étudiants, moi, qui viennent me voir, M. Boudreau, ça me prend A+. Moi, je les regarde, moi, ça me prend ton travail. À un moment donné, je prendrais 2 pages. Moi, c'est jamais volumineux. C'est bien compliqué, mais c'est jamais volumineux. Mes affaires, c'est 1 page, 2 pages, au maximum. Il me dépose 35 pages. Oui, mais j'ai fait un effort. Je ne paye pas pour l'effort. Je paye pour la job que je te demande. C'est-à-dire, tu n'as pas fait la job que je t'ai demandé. L'effort, il n'y a pas de note pour ça. C'est-à-dire, à cet égard-là, sinon, ben, tu ferais rien n'importe quoi. Puis si tu vas chez Canadian Tire, puis tu veux faire changer ton silencieux, puis il change ton moteur, pas sûr que tu vas le payer. Tu vas dire, non, c'est silencieux que je paye, pas le moteur. Donc, vous voyez, proposer une quête qui démarre l'aventure. Moi, la quête, quand j'enseignais les bénisteries, la quête que je donnais à mes étudiants, j'avais 5 plans de meubles. Je leur disais, puis c'était vrai, je ne suis pas capable de le faire, ce meuble-là, je ne comprends pas. Il y avait un banc de bar là, avec environ 4 angles différents sur le siège, puis c'était très complexe. Puis je leur disais, je ne suis pas capable de faire ça. J'ai essayé, j'ai environ 12 modèles de fait, ils sont tout croches. Ça, si vous faites toutes les autres tâches, votre défi, c'est de faire celui-là puis me planter. Je m'en fous. Rendu là, il avait atteint les objectifs. Fait qu'il fasse plus que moi. En réalité, hein, c'est pas quel auteur qui disait ça, c'est que piètre apprenti qui ne surpasse pas son maître à cet égard-là. Donc, si tu me surpasses, tu guides où? Parfait, mais tu as fait des apprentissages que je vais te faire. Donc, d'avoir une quête, d'avoir un défi à la mesure des personnes qui sont en avant. Donc, ça, c'est une quête. Puis, ce qui est intéressant dans la quête, ce n'est pas le résultat, c'est la recherche du chemin pour y arriver. Donc, c'est le déplacement. C'est pour ça que ceux qui partent en voyage, puis c'est la destination qui compte, commence ton voyage en sortant de chez vous, tu vas être moins aigri quand tu vas arriver à destination. Fait que faut se mettre dans bonnes conditions. Donc, l'apprentissage, c'est le cheminement. C'est pas le résultat. Vous voyez le grand défi que vous avez avec vos étudiants? Ils veulent des bonnes notes. Ils veulent le papier. Ils veulent sortir pour aller travailler.
Puis là, malheureusement, ils peuvent le faire sans avoir de formation. Quand on est en plein emploi, les centres de formation sont vides. Quand on est en chômage, ils sont pleins. On vit la même chose à l'université présentement. Bon, l'enseignant, il ne me reste plus grand temps. Hein? Ça et demi que ça finit. Hein? OK. Donc, ici, comment être surprenant? Ça aussi, d'être imprévisible pour vos étudiants. S'ils veulent avoir de la constance, ce n'est pas à l'école, il faut qu'ils vivent ça. Pas en mettant un environnement sécuritaire, pas sécuritaire dans le sens santé, sécurité au travail, là, mais confiant. On n'apprend pas quand on sait ce qui va se passer. Il faut qu'il y ait de l'imprévu, d'être surprenant. Donc, ça, je vais passer ça parce qu'on ne passera pas à travers de tout. Donc, attendez un peu, on va arriver là. Il y a des éléments dans l'enseignement. Il y a un auteur qui est Mme Bucheton, qui résume assez bien ce qu'un prof, ça fait. Tout à l'heure, on a vu les questions d'un apprenant. Il est important de voir les questions de l'enseignant. Hein, il y a 4 grandes préoccupations qui devraient vous préoccuper de façon consciente ou pas. La première, c'est le tissage. On s'entend que ce n'est pas le tissage de tissu, là, et c'est le tissage des liens. Des liens entre les notions enseignées et la réalité. Donc, ça, c'est pour susciter le sens. Quand je travaillais avec mes étudiants en ébénisterie, puis je voulais les intéresser à l'histoire, imaginez, j'enseignais à des adultes des années 70 qui avaient échoué leurs écoles, leurs cours conventionnels, qui étaient payés pour venir suivre une formation dans mon programme à l'éducation aux adultes, dans un centre de formation professionnelle. Et le critère d'admissibilité dans mon programme, c'était d'être capable de lever 50 livres. C'est ça. C'est pas avoir un secondaire, c'est être capable de lever 50 livres et l'autre avait un autre critère. Aimer manipuler des choses. Ça, c'était les 2 critères de sélection des candidats. Fait que j'avais 15 étudiants, dont aucun ne voulait apprendre l'ébénisterie. Ils étaient payés pour suivre le cours. Ils suivre le cours. Fait que si vous me dites, oh, j'ai des étudiants qui sont payés pour suivre le cours. Mon défi, puis moi, l'enseignement, j'allais là juste pour une année. J'avais une formation de géographe. J'étais un ébéniste. Là, j'étais tanné de payer pour travailler. Ça fait que je m'en enseigné une année. Ça va me donner un salaire, au moins cette année-là. Ça fait que, puis là, vous voyez, je vais rester toute ma vie. Depuis 40 ans que je suis dans l'enseignement. Parce que même mon directeur m'avait dit au bout de 3 semaines, un mois, il en rit, là. Il dit, regarde, j'ai une expérience de 20 ans dans l'enseignement, je n'ai jamais vu ça, ça n'a pas de maudit bon sens. J'avais eu des menaces de mort, il y avait eu un étudiant qui s'est blessé pour avoir les assurances. En tout cas, c'était assez effroyable. Puis moi, je continuais. Je continuais là-dedans par rapport à ça. Je dis, non, j'ai dit, on va finir la job. Il dit, quand tu peux t'en aller, ça n'a pas de problème. Mais mon problème, quand j'ai fini par passer à travers mon année, je me suis dit, je ne peux pas avoir vécu ça pour rien. J'ai l'impression d'avoir vécu 20 ans d'enseignement en intensif dans la même année, à cet égard. Et c'est là que je me suis inscrit à des cours d'orthopédagogie, parce que, j'ai dit, imaginez, j'étais seul en formation professionnelle avec 25 enseignantes au préscolaire primaire. Puis j'essayais de comprendre les troubles d'apprentissage. Je dis, ce n'est pas des troubles andragogiques qu'ils ont, c'est des troubles d'apprentissage. Et c'est comme ça que j'ai eu toujours la perspective, qu'est-ce que je fais pour aller rejoindre tout le monde? Puis mes étudiants, je leur donnais le goût. J'ai dit, regardez, ça va être un métier difficile, l'ébénisterie. C'est pas payant, mais c'est gratifiant. Puis ils restaient tous à un moment donné. Puis que ce soit des cours d'histoire ou autres, je me creuse en tête. Les cours d'histoire, bon, on va regarder par quel bout qu'on va prendre ça. Il faut qu'ils soient capables de comprendre, par exemple, parce que j'avais l'avantage que dans les meubles, un meuble, c'est fait par une fonction. C'est une table, c'est soit pour manger, c'est soit une table à café, ça a une fonction. Donc, on va regarder les raisons du pourquoi de la calaise là-dedans. Mais comment les intéresser au mobilier du Moyen Âge? Et là, on les avait joués au Sherlock Holmes. Pourquoi les dossiers des chaises, des fauteuils, il y avait des sculptures qui dépassaient 3 pouces dans le dos? Donc, ça ne servait pas à... Je ne leur disais pas ça, mais pourquoi? Là, ils ne s'en servaient pas pour s'appuyer dessus, pour le confort. Donc, il fallait qu'ils cherchent le pourquoi. Pour faire en sorte qu'à la fin, que ce soit la desserte, que ce soit en ce qui a trait à son usage au départ, pour les goûteurs, pour les poisons qui étaient mis dans la nourriture, etc. Donc, mais imaginez toute la recherche que ça m'a demandé dans les recherches historiques pour savoir chacune des raisons d'un mobilier, pourquoi il était fait. Puis après ça, eux autres, il fallait qu'ils fassent la même recherche. Donc, vous voyez, on ne peut pas amener nos apprenants à avoir une représentation plus grande que nous, on a. Il faut faire l'effort de l'apprentissage qu'eux autres doivent faire pour être capable de trouver le chemin à leur offrir. Donc, le tissage pour le sens. Le pilotage. Le pilotage pour les interrelations. Ah, mes étudiants, moi,
ils ont une feuille de route. Regarde ce que tu vas faire cette session-ci, voici la liste des tâches que je te demande de faire. Donc, ils savent la destination, puis ils savent le chemin, puis ils savent les jalons. Donc, il n'y a pas de secret, c'est là qu'on s'en va, puis on va y arriver. Après ça, l'atmosphère. Ça, c'est le climat de la classe. Le climat de la classe, est-ce que j'ai le goût d'être là? Est-ce que je suis respecté? Est-ce que j'ai des ressources? Donc, tout cet élément-là, le climat de la classe. L'atmosphère, ça, c'est pour l'engagement. Hein? M. Lavoie en parlait. On ne s'est pas consulté sur les 2 conférences, mais ils se complètent très bien. L'engagement des étudiants, ils ont-ils le goût d'être là ou de ne pas être là? Et l'étayage. L'étayage, c'est la compréhension. Le sens, c'est une chose, la compréhension, c'est une autre. Parce que des apprentissages sont plus difficiles que d'autres. Comment je m'y prends dans les apprentissages? Donc, là, il ne me reste que 10 minutes. Donc, je vais aller un peu plus rapidement. Donc, je vais me rendre ici. Voilà. Synthétisons. Hein, enseigner, ce n'est pas si compliqué que ça dans sa dynamique. Enfin, pas dans sa dynamique, mais dans ses points de base. C'est après que ça se complique quand on l'organise. Donc, j'ai toujours eu ça comme modèle de départ dans l'enseignement. Il y a trois grands joueurs. Hein, il y a l'agent, le sujet, puis l'objet. Le prof, l'étudiant, puis le contenu. Et ça se passe dans un milieu. Imaginez quand on est arrivé à distance, c'est le milieu qui a changé, donc ça a dû perturber quoi? Ça a dû perturber la relation didactique puis la relation d'enseignement. Quand on donne un itinéraire à un étudiant, c'est sa relation d'enseignement. Il sait où aller puis il vous fait confiance. Quand on lui fournit des capsules vidéo puis des ressources pour se documenter, on lui offre des outils didactiques. C'est les 2 endroits sur lesquels on peut agir pour que l'apprentissage puisse se réaliser. Les conditions pour apprendre, ça aussi, vous l'allez voir dans la présentation, vous pourrez jouer avec. C'est un petit outil que j'ai développé. Quand on organise une formation, il y a une action, une intention, une action, puis des moyens. Donc, c'est ce jeu-là de ces 3 catégories-là quand on développe des activités. Donc, l'intention, c'est est-ce que je veux qu'ils connaissent, qu'ils comprennent, qu'ils appliquent, qu'ils analysent, qu'ils synthétisent ou qu'ils évaluent. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Bloom qui a inventé ça. Quand on parle de taxonomie de Bloom, c'est ça. Quand ils connaissent, c'est ce qu'il y a de plus simple. Quand on développe des compétences, il faut qu'ils se rendent à évaluer. Il ne peut pas évaluer sans passer par les autres étapes. Après ça, l'action, soit qu'il va concevoir, réaliser, interagir, échanger, chercher ou partager. Donc, c'est ce qu'on pourrait lui demander de faire pour faire ça. L'autre élément, les moyens, c'est une situation, un problème, les tâches, un projet d'expérience ou d'analyse de pratique. C'est ce qu'on va demander de faire. Donc, quand j'assemble les éléments, je dis, bon, je voudrais qu'ils comprennent. Qu'est-ce que je vais les faire faire? On va lui demander de chercher. Chercher quoi? À partir d'un problème. Ou encore, je pourrais lui dire, je veux qu'ils connaissent. Donc, à ce moment-là, je vais lui demander d'échanger une analyse de pratique. Comment tu vas t'y prendre? Échanger ça avec les autres. On discute sur la façon de s'y prendre. Voici la job, comment on s'y prend. Ou encore, je veux qu'il applique. Il va réaliser un projet. Donc, vous voyez, on peut jouer avec ces éléments-là pour dire, c'est quoi mon intention, c'est quoi l'action que je veux faire et à quel moyen que je vais utiliser. Donc, c'est un petit outil intéressant que vous pouvez utiliser. Donc, un environnement qui produit un climat propice au développement de la compétence professionnelle. Est-ce que mon atelier, ma classe, donne le goût d'y être à mes étudiants? Est-ce que ça ressemble au milieu de travail? Oui, ça sent la même affaire, mais est-ce que s'y passe la même chose? Est-ce que j'ai un contrat d'un client? Est-ce que j'ai un patient à soigner? Est-ce que j'ai un service à rendre, un produit à faire ou de l'entretien à faire? Je me rappelle, j'avais travaillé avec des gens de mécanique auto, puis on essayait de trouver des activités. Puis la grosse job de quelqu'un en mécanique auto, c'est de briser le véhicule pour que l'étudiant puisse le réparer. Hein, souvent, on va avoir des autos neuves. Les autos neuves, on ne les répare pas, ils sont neufs. Donc, ça prend des autos. Mais si j'ai 20 étudiants, puis je veux qu'ils fassent un trouble électrique, il faut que je l'invente, le trouble électrique, pour qu'ils puissent le réparer. Donc, on avait découvert que c'était plus compliqué de briser que de le réparer. Fait que là, on avait séparé la classe en 2. La moitié de la classe fait le bris intelligent du véhicule, puis l'autre doit trouver comment le réparer. Donc, et là, on devait enlever une tâche importante au prof, mais dans le fond, les étudiants apprenaient plus à le briser qu'à le réparer. Parce que c'était pas juste de casser un phare, de briser un pare-brise, c'était de faire un trouble dessus qui permettait de donner un défi à l'autre équipe. Donc, l'environnement didactique.
Seul l'apprenant peut apprendre, mais il ne peut apprendre seul. Il faut toujours avoir ça comme conviction. Fait que si vous êtes tenté parfois de donner des guides d'apprentissage à l'étudiant, vous dites, regarde, tout est là-dedans, ben vous venez de vous tirer dans le pied comme prof. C'est utile, mais la job n'est pas écrite. Si c'était si simple, pourquoi il y aurait des profs en formation professionnelle? On n'aurait pas besoin à ce niveau-là. Faites-vous pas remplacer. C'est vous la vedette dans la formation. C'est vous le maître d'œuvre. C'est vous qui êtes le scénariste. C'est vous qui faites le spectacle. Mais vous êtes en arrière-scène. C'est l'étudiant qui est l'acteur. Donc, c'est ça qui est important à comprendre là-dedans. Vous êtes metteur en scène par rapport à ça. L'environnement, dites-vous une chose, l'environnement conditionne le comportement. C'est-à-dire que si vous avez des mauvais comportements sur les étudiants qui sont déviants par rapport à des pratiques professionnelles, regardez l'environnement. Parce que c'est un déterminant. Prenez des étudiants qui ont détesté la formation quand ils étaient en formation générale, ramenez-les d'une classe en formation professionnelle, vous les mettez dans le même environnement, ils vont avoir les mêmes comportements. Ils vont dormir sur la table, ils vont arriver en retard. Il faut briser ces moules-là à cet égard-là. Donc, l'environnement conditionne le comportement. Donc, voilà. Hop. Les effets. Comment donner le goût de l'aventure? Je terminerai là-dessus. C'est ma dernière partie. Comment créer l'aventure? Hein? Une aventure, il y a des éléments clés là-dedans. Vous pourriez vous documenter, puis je vous donne des éléments. Dans une aventure, il y a de l'action. Il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, il y a une action que l'apprenant devra réaliser. Il y a un but. Hein? Il y a une finalité. À la fin, il va arriver quoi? Il y a des personnages. L'étudiant n'est pas tout seul. Il y a d'autres mondes. Ce n'est pas vrai qu'il va travailler tout seul dans la vraie vie. Hein, voici la tâche pour accueillir un client, mais peut-être que le client que tu as devant toi ne correspond pas à la tâche que tu as, à la façon de faire que tu as. Donc, parfois, on peut donner la même tâche à tout le monde, mais pas les mêmes conditions de la tâche. Donc, il y a des personnages. Dites-vous que toutes les professions ont un aspect interrelationnel. Comme disait M. Lavoie tout à l'heure, c'est que le domaine des attitudes, ce n'est pas l'objet de ma présentation, j'en fais d'autres sur les savoir-être, et j'ai bien l'intention, dans ma retraite, de travailler sur les environnements d'apprentissage reliés au développement des savoir-être. Comment je crée un environnement pour développer l'autonomie? Comment je fais un environnement pour développer la persévérance? Comment je fais un environnement pour développer la débrouillardise, le jugement critique? À quoi ça pourrait ressembler? Il n'y a pas de modèle par rapport à ça, puis j'ai l'intention d'y travailler. Donc, on n'est pas une île, on n'est pas seul, on travaille avec d'autres. La difficulté est dans l'interrelation au niveau professionnel. Le moment, donc il y a un moment dans le temps, il y a des lieux, il y a le défi et il y a des enjeux. Des enjeux, c'est des risques. Des risques que la chose ne marche pas. Donc, il faut qu'il y ait des risques, c'est une aventure. J'ai une corde, elle va-tu tenir? J'ai tel travail à faire. On a-tu les outils pour ça? Y a-tu une référence pour ça? Donc, il y a des enjeux. Si tu n'as pas ça, ça ne marchera pas. Donc, ça, c'était des indications par rapport à ça. Vous aurez l'occasion, quand vous aurez la présentation, d'aller chercher plus d'informations. Il y avait, malheureusement, plus moins de temps pour passer à travers tout ce que je vais vous donner, mais je trouve important de vous parler, en conclusion, des ingrédients, de l'effet à la cause. Je vous parlais que ma présentation, c'était sur l'effet enseignant et l'enseignement qui a de l'effet. Donc, un cheminement, j'en ai parlé tout à l'heure, un résultat, des repères, du sens, un langage, la conscience, une expertise, des réalisations et de l'auto-évaluation. Et pourquoi? Le cheminement pour l'engagement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si l'étudiant sait où il s'en va, il va vous accompagner. Souvent, le mot est galvaudé, un enseignant, c'est un accompagnateur. Vous ne pouvez pas aller plus loin que les étudiants veulent aller, mais encore faut-il qu'ils sachent où ils doivent aller. Donc, et ça, il faut qu'il y ait un document, qu'il y ait un instrument pour ça. Donc, l'engagement dans l'apprentissage, ça ne se fait pas rien qu'en le disant. Ça ne se fait surtout pas en montrant à l'étudiant le programme de formation. C'est-à-dire qu'il y a ces difficultés à faire comprendre aux professeurs, mais imaginez qu'un étudiant ne comprend pas ce qu'il y a dans le programme. Donc, un résultat pour la persévérance, la finalité et les repères pour l'organisation, du sens pour l'intérêt, le langage pour la communication, et ça, ce n'est pas anodin. Dites-vous une chose, que les graves problèmes de communication, les gens, le sens des mots, attardez-vous à ça. C'est-à-dire que je veux juste vous dire qu'on a le même taux d'analphabétisme en 2022 qu'on avait en 1960.
La seule différence, c'est que maintenant, les gens savent lire, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Donc, je ne vous dis pas ça devant mon chapeau, là, les études sont là. Fait que c'est pas parce que vous donnez un document à l'étudiant qui dit ça, c'est écrit dedans, vérifiez ce qu'il a compris de ce qui est écrit. Donc, la réflexivité, faire réfléchir, être réflexif, tu as fait un job, qu'est-ce que tu en penses? Y a-t-il des choses à améliorer? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Une expertise, la collaboration, des réalisations pour l'implication, puis l'auto-évaluation pour le jugement. Arrêtez de penser que l'évaluation, c'est l'affaire du prof. Elle est premièrement l'affaire de l'apprenant, parce que c'est comme ça qu'il apprend à apprendre, parce qu'il porte un jugement sur ce qu'il a fait. Voilà, ça va conclure. Donc, vous ne pouvez pas ordonner la performance, vous devez fournir des outils pour permettre à l'apprenant de devenir meilleur. Donc, des outils didactiques, le bon outil pour le bon travail et des outils qui suscitent l'engagement de l'apprenant. J'ai l'air à finir un peu comme M. Lavoie, mais je terminerai sur le texte d'un auteur, M. Delacour. Il faut toujours considérer qu'il n'y a pas d'apprenant ignorant que des savoirs ignorés. Voilà, merci de votre attention. Vous pouvez aller dîner.